Bonjour à tous, bienvenue au Défi de la vérité sur France Soir où nous recevons aujourd'hui Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, du groupe de l'Union centriste au Sénat et au cœur de l'actualité puisque vous êtes exprimé hier lors du vote du Sénat qui a adopté le pass sanitaire avec quelques aménagements par rapport au vote de l'Assemblée. Vous êtes clairement prononcé contre en craignant une société de surveillance généralisée. Oui, effectivement, j'ai voté contre et je me suis positionné contre ce pass sanitaire parce que je considère qu'il y a un risque de précédent. Pour la première fois dans notre histoire, nous allons contrôler pour des actes de la vie courante les Français sur leur état de santé, corréler ça avec un contrôle d'identité puisqu'il faudra vérifier les deux pièces de manière conjointe. On n'a aucune garantie aujourd'hui, à l'instant où on se parle, sur la qualification des personnes qui vont être amenées à procéder à ce contrôle. Et enfin, il y a un vrai risque de généralisation. Qui peut dire aujourd'hui, à l'instant où on se parle, qu'au 15 septembre, on n'aura pas un vrai risque de généralisation de ce dispositif parce qu'on sera en pleine période d'explosion du variant indien ou parce qu'on aura telle ou telle situation sanitaire, évolution de la situation sanitaire qui justifiera qu'on étende ce pass sanitaire pour des actes encore plus courants que aller au restaurant ou aller au théâtre. Votre crainte, du coup, c'est qu'on franchisse un point de non-retour en termes de liberté publique et que ce soit une sorte de nouvelle donne généralisée Non, ce pass sanitaire n'est pas un affranchissement, c'est une contrainte nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, la Covid a conduit dans notre société à la prise de mesures, de contraintes des libertés publiques. La liberté d'aller et de venir avec les confinements, couvre-feu, auto-attestation et compagnie. La liberté du commerce et de l'industrie, avec des secteurs entiers de l'économie qui ont été arrêtés. Je suis un sénateur de montagne, je peux vous parler de ce qui s'est passé avec les remontées mécaniques. Et puis là, sur des mesures qui touchent tous les Français. Le président de la République avait dit qu'il n'y aurait pas de contrepartie à la vaccination. On est dedans, c'est la première contrepartie. Ceux qui sont vaccinés, je suis pro-vaccination et je suis moi-même, j'ai fait ma première injection. Mais je considère qu'il ne peut pas y avoir de contrepartie à la vaccination. Et il y a aussi des impossibilités pratiques. Vous avez mentionné la question de l'âge, la question des gens qui ont des contre-indications à être vaccinés et qui du coup ne rentrent pas vraiment dans les cases du pass sanitaire. Comment on fait pour ces gens La question de l'âge, c'est la question de 11 ans, vous vous rendez compte, alors que la vaccination n'est pas ouverte pour les enfants. C'est ce qu'un membre du gouvernement vous aurait dit en off. Oui, mais on a procédé à la vérification en cours de séance. C'est bien l'âge qui est prévu pour le pass sanitaire. Donc, c'est bien 11 ans. Donc, oui, effectivement, c'est des préoccupations qui sont importantes et des réponses qui sont pas évidentes. On a eu pendant la séance hier soir le ministre Cédric O qui nous a expliqué que dans un certain nombre de cas, on pourrait exiger à la fois un test PCR et une garantie de vaccination. Donc, c'est le cas à l'arrivée d'Israël, par exemple, qui a vacciné en masse, mais qui ne considère pas comme valide un pass vaccinal, une attestation de vaccination, et reteste les voyageurs entrant sur son sol actuellement. Donc, oui. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique. On n'a pas conduit cette sortie de la crise sanitaire à un recouvrement des libertés, ce qui est quand même l'objectif. Et donc on maintient des contraintes aux libertés qui, de mon point de vue, sont trop fortes. Vous êtes aussi membre de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, et en tant que membre de droit, même en parallèle de votre activité de parlementaire, elle a exprimé des réserves. Vous avez pris part aussi à cette réflexion, ou vous êtes concentré sur le travail parlementaire? Ah non, n'étant pas rapporteur du texte au Sénat, j'ai pu tout à fait délibérer à la CNIL. J'avais pris des précautions différentes sur le texte sécurité globale, où j'étais rapporteur au Sénat, donc je n'ai pas pris part aux délibérations de la CNIL, mais là, pour le coup, j'ai délibéré, même, je peux vous dire, puisque ça me concerne moi, que j'ai voté contre la délibération à la CNIL. Donc même à la CNIL, vous avez été en minorité? J'ai exprimé un certain nombre de réserves à la CNIL, et moi, j'ai voté contre. Ouais. Ça, évidemment, je ne révèle pas de secret d'alcôve en vous disant ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut faire quand même très attention. Au Sénat, le Parlement fait la loi. Et donc, le rôle du Sénat, c'est de dire si on met en place ou pas ce pass sanitaire en France. Le rôle de la CNIL est différent. À la CNIL, on doit regarder si le pass sanitaire est conforme à la loi, au règlement européen des données, le RGPD, mais notre rôle d'autorité administrative indépendante à la CNIL n'est pas le même que le rôle au Parlement. C'est la raison pour laquelle on pourrait tout à fait avoir un vote différencié en tant que membre de la CNIL et un vote
au Sénat qui seraient pour différentes raisons différentes. Donc ça, c'est pas que des précautions oratoires, parce que je pense que c'est vraiment la fonction qui n'est pas la même. La CNIL a exprimé dans son avis, qui a été voté, un certain nombre de réserves. Ce qu'il faudra regarder, c'est la différence qu'il y aura entre les préconisations de la CNIL et le texte qui sortira peut-être de la commission mixte paritaire demain, c'est-à-dire si les sénateurs et députés trouvent un terrain d'entente sur un texte sur le pass sanitaire, sur l'article 1er, et si là, on a vraiment pu réussir à intégrer dans le texte qui sera le texte de loi les préconisations ou les réserves de la CNIL pour améliorer substantiellement le texte. Alors, merci pour ces précisions. Pour ceux qui sont pas familiers de la cuisine parlementaire, on parlera après de la commission mixte paritaire. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'article 1er parce que vous avez hier, au cours des débats, pesté ou en tout cas dénoncé le fait que le pass sanitaire a été enchâssé, si on peut dire, dans cet article 1er qui comportait d'autres mesures et que du coup il était difficile de voter uniquement sur cette question. C'est bien cela? Alors, c'est un article 1er fourre-tout qui, dans sa version initiale, ne comportait pas le pass sanitaire. Donc, dans la version soumise au Conseil d'État, il n'y avait pas de pass sanitaire, il faut quand même le savoir. Que la CNIL a été consultée postérieurement, enfin qu'elle a rendu son avis postérieurement aux 2 délibérations qui ont lieu sur l'article 1er. Une première délibération qui a rejeté l'article 1er et une deuxième délibération plus tard dans la soirée qui l'a adopté. Et donc, oui, on a un pass sanitaire qui se trouve là au milieu d'autres mesures, alors que ça aurait dû faire l'objet d'un article spécifique, et évidemment avec toutes les garanties d'études d'impact. Le pass sanitaire a été déjà évoqué. Il a été évoqué dans un texte déposé au mois de décembre, qui devait prévoir des mesures pour l'après-crise. Et donc ce texte n'a jamais été étudié à l'Assemblée nationale. Il est toujours d'ailleurs déposé sur le bureau de l'Assemblée. Mais donc il y a eu quand même déjà une tentative, il y a quelques mois, de mettre en place ce pass. Et pour vous, ça relève plutôt de la manœuvre ou d'une forme d'errance institutionnelle Moi, je suis pas en mesure de dire si le gouvernement a fait ça de manière délibérée ou s'il a rattrapé le coup, j'en sais rien. En tout cas, ça n'est pas la preuve d'un travail sérieux en amont du travail parlementaire. Le Parlement, qui dispose de la souveraineté nationale, il doit avoir une matière pour travailler qui est une matière de bonne facture. Et on voit bien que c'est pas le cas. Par un amendement gouvernemental, mettre en place une telle mesure, ça me paraît complètement fou. Et demain, jeudi 20 mai, donc la commission mixte paritaire aura lieu, qui sert à trouver un compromis entre le texte voté à l'Assemblée et le texte voté au Sénat, puisque les sénateurs ont mis quelques garde-fous. Quel est votre pronostic sur l'issue de cette commission ? Moi, je crois que le gouvernement a tout intérêt à rechercher un accord avec le Sénat sur ce texte. Oui, parce qu'on rappelle que le gouvernement n'a pas de majorité au Sénat. On rappelle que le Sénat est à droite. Le gouvernement n'a pas la majorité au Sénat et le Sénat n'a pas le dernier mot. Donc, sur un texte comme ça, dans la mesure où le Sénat, je le regrette, mais dans la mesure où le Sénat a validé le pass sanitaire, ils ont intérêt à donner des garanties aux sénateurs pour avoir un texte qui, facialement, sera un texte plus consensuel que ce qui pouvait être au départ. Donc ils vont chercher un accord. On verra qui est-ce qui sera gardé, conservé dans la mouture finale s'il y a accord en commission mixte paritaire. J'espère qu'il y aura une saisine du Conseil constitutionnel sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il faut quand même... Qui viendrait de qui, du coup? Des parlementaires? Peut-être des parlementaires de gauche. Vous lancez un appel moi, je peux pas le faire, étant minoritaire dans mon groupe. Et puis, il faut quand même réunir 60 députés ou 60 sénateurs. Mais j'imagine que à l'Assemblée ou au Sénat, il y aura quand même un certain nombre de parlementaires qui voudront connaître l'opinion des sages sur ce dispositif. Et donc, vraiment, moi, j'appelle de mes vœux qu'il y ait cette saisine. Et comment vous expliquez qu'il y a un nombre de parlementaires qui sont quand même attachés à la liberté, aux libertés publiques, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, mais culturellement, il y a une tradition libérale, notamment chez les parlementaires centristes. Il y a aussi un attachement peut-être qui puise pas forcément aux mêmes sources, mais de gauche ou de droite, et beaucoup se sont rangés comme un seul homme. Ça vous a déçu Non, ça ne m'a pas déçu, parce que j'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux, qui sont des collègues et pour certains d'entre eux des amis, et vraiment on a pu échanger sur le fond. Je pense que dans la tête de beaucoup de collègues, la notion de mal nécessaire et d'un dispositif très temporaire
qui prendrait fin au 15 septembre, leur a permis de dire, le temps d'un été, on accepte ce mal nécessaire qui est le pass sanitaire. Eux se sont fait cette opinion-là, pensant qu'il y aura une parenthèse et que ça ne sera que temporaire. Moi, je pense qu'il y a un vrai risque que ce pass, une fois voté, soit généralisé, en tout cas élargi, et que la date du 15 septembre ne tiendra pas. Mais ça, on en reparlera, parce qu'il faudra que le législateur intervienne dans tous les cas de figure pour proroger ou étendre ce pass sanitaire, car pour l'instant, il est quand même très encadré. Alors, encore plus, d'ailleurs, après le passage au Sénat. Ouais. Et votre collègue Alain Houpert, donc qui est sénateur républicain, mais lui aussi minoritaire au sein de son groupe, mais qui s'est opposé hier, a dit que le pass sanitaire était un pass vaccinal qui ne dit pas son nom et que la liberté qu'on est censé retrouver aujourd'hui ne serait qu'une liberté conditionnelle. Donc vous souscrivez, j'imagine. J'ai la même approche à ces propos qu'Alain Houpert, parce que nous avons privilégié la notion de principe aux dimensions opérationnelles. Ouais. Voilà, donc moi, le pass sanitaire, c'est pas possible parce que c'est une question de précédent et c'est vraiment une question de principe. Oui, mais tout l'hiver dernier et l'automne dernier, le gouvernement, on se souvient d'Emmanuel Macron, d'Olivier Véran, qui disait il n'y aura pas de pass vaccinal, il n'y aura pas d'obligation de droit. Oui, mais on voit bien qu'il y a eu des évolutions pour les masques, pour la vaccination, pour plein de choses, et que c'est regrettable. Mais restons de mon point de vue, restons sur des questions de principe, qui sont des questions sur lesquelles on ne doit pas transiger. Une dernière question sur ce sujet. Vous êtes un fervent européen ou européiste, selon que l'on soit. Ouais, je suis un fédéraliste. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que tout cela est quand même articulé avec une envie européenne ou est-ce que pour vous, on a vraiment les coups des franches et on pourrait faire ce qu'on veut en France, indépendamment Ah non, moi je pense que, et je n'ai pas du tout combattu le passeport vaccinal dans sa version européenne. C'est-à-dire que moi je pense que il est bon à l'approche des vacances que l'Union, qui est en charge de la liberté de circulation, notamment des personnes, se uniformise et harmonise toute la question du transport aérien et du départ en vacances. Donc le passeport vaccinal européen, qui est l'équivalent du carnet de vaccination jaune que certains d'entre nous avons encore quand on est vacciné contre la fièvre jaune, qui fait que un certain nombre d'États dans l'Union, quasiment la totalité, va vouloir contrôler l'arrivée, notamment par rapport à l'existence de variants, l'arrivée sur son sol, je pense notamment à la Grèce, de touristes en nombre, et la France est la première destination touristique au monde, donc on est un peu dans la même situation. Nous devrons faire attention. Donc ça, moi, j'ai pas de le règlement européen qui a été voté par le Parlement et qui est en cours d'élaboration, en fin d'élaboration, ça ne me pose pas de difficulté. Ce sont les États, et les États eux-mêmes, les États membres, qui eux-mêmes, dans leurs propres droits, on l'a vécu hier soir au Sénat, mettent en place des dispositifs. Les Allemands vont même le mettre en place de manière régionalisée dans les Länder. Il y a des États qui ne mettent rien du tout en place. Et ça, c'est la liberté souveraine des États. La subsidiarité. Bah oui, bien sûr. Donc, quand on est européen, on a cette différence-là. Et moi, je suis pas allé du tout sur le terrain européen, même si je suis sensible aux arguments de François-Xavier Bellamy, parce que il a pris des positions qui étaient courageuses, lui aussi, au niveau de l'Union, pour rappeler les risques de généralisation. Moi, le passeport vaccinal européen ne me gêne pas. En revanche, le pass sanitaire à la française me pose beaucoup plus de difficultés, parce qu'il y a une différence de fond entre aller participer au salon des vins dans nos départements et puis aller en vacances en Grèce. C'est quand même des libertés publiques qui sont différentes. Exactement. C'est important de le rappeler qu'il y a quand même une distinction fondamentale entre avoir un pass pour circuler dans son propre pays dont on est citoyen et un pass pour franchir des frontières qui relèvent ensuite d'une coopération européenne. Et j'ai rappelé hier qu'à la différence, par exemple, de nos voisins suisses, en France, nul n'est tenu d'avoir sur lui un document d'identité. On est dans un pays dans lequel le contrôle de l'identité est l'exception. Et elle est sous le contrôle du procureur de la République, et on n'a pas. Alors, sauf ça reste. Vous savez bien que ça reste quand même un principe de fait, de droit, puisque de fait, on est quand même souvent sommé de prouver son identité. Ah ben, je sais pas vous, mais moi, je suis très, très vigilant là-dessus, et je vérifie chaque fois qu'on me demande ma pièce d'identité que la personne qui est en face de moi a la qualité pour le faire. J'ai eu un contrôle d'identité dans le train pour venir à Paris lundi. Je sais que c'est tout à fait autorisé par la loi.
j'ai présenté mon document d'identité, mon billet de train. Mais je ne le fais pas si la personne n'est pas en mesure de me le demander. D'ailleurs, un collègue député a été sommé par des policiers de présenter son identité. Il a eu des excuses. Il a été interpellé près de l'Assemblée il y a quelques été interpellé. semaines. Il a eu des excuses de la part du commissaire compétent parce que à aucun moment ce collègue aurait dû être contrôlé et à aucun moment il aurait dû être bloqué dans sa liberté d'aller et de venir. D'abord comme tout citoyen, mais aussi comme parlementaire, puisqu'au titre de la séparation des pouvoirs et des prérogatives des parlementaires, il ne pouvait pas être interpellé de la sorte. Donc vous rappelez l'attachement des principes Mais, de l'état de droit. Oui, c'est aussi vieux que le 18 rue Mer. Il y a des choses qui ne se font pas et c'est ancien et on a appris de notre histoire de faire en sorte que ceux qui écrivent la loi doivent avoir des libertés qui sont garanties plus encore que tout citoyen puisqu'ils représentent la souveraineté nationale. Ouais. Alors ceux qui sont confrontés à ce problème, c'est les forces de l'ordre justement qui sont parfois contraints par la loi ou qui considèrent que la loi qu'ils sont chargés de faire respecter ne les protège pas nécessairement. Il y a une manifestation cet après-midi à laquelle vous avez prévu de vous rendre. Bien sûr. Vous soutenez du coup les forces de l'ordre, vous voulez un renforcement de leur protection, de leur sécurité par la loi? Je me suis absolument pas posé la question de savoir si j'irais ou pas à cette manifestation. Bien sûr que j'irai, bien sûr que je m'y rendrai tout à l'heure. Ça vous fait pas tout drôle de manifester aux côtés du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé qu'il se rendrait? D'abord, j'aime pas les manifs en soi, donc je suis pas un grand fan des manifestations et a fortiori en tant que parlementaire. Mais là, je pense que il y a un tel malaise dans la police que le ministre a bien compris, j'ai l'impression. En tout cas, en tout cas dans le discours, qui fait que des parlementaires comme moi qui s'intéressent aux questions régaliennes, j'ai été rapporteur du texte sécurité globale avec Marc-Philippe Daubresse il y a quelques semaines maintenant. On saura demain si le Conseil constitutionnel d'ailleurs valide l'essentiel de ce texte de loi. Je connais bien les policiers, je connais bien les gendarmes, et je pense qu'il y a dans ces deux familles de la sécurité intérieure un malaise que les représentants du peuple doivent entendre. Et donc, j'ai prévu de rencontrer notamment des policiers de la Haute-Savoie qui sont venus à Paris aujourd'hui. C'est notre rôle d'être à leur écoute. Et il y a aussi une nécessité de marquer notre soutien. Et je comprends quelque part la volonté du ministre d'être présent parce que quand on a atteint ce degré-là de difficulté, je pense qu'il y a des symboles. Et puis après, évidemment, les symboles, il faut les traduire en actes et en décisions. Et on sait tous que les problématiques de décision de justice, de capacité à ce que les peines soient purgées, de moyens aussi matériels des forces de police et de gendarmerie sont des questions qui devront être au rendez-vous. Donc ça interroge le ministre de l'Intérieur, qui est le chef de l'administration, mais ça interroge aussi les parlementaires qui votent la loi et la loi de finances pour donner à nos policiers et nos gendarmes les moyens de faire leur travail. Donc pour vous, la présence de Gérald Darmanin, c'est anecdotique. Ce qui compte, c'est le fond du sujet. Bien sûr. Et comment peut-on être rapporteur du projet de loi sécurité globale et à la fois être défenseur des libertés concernant le pass sanitaire? Alors, on a fait au Sénat un travail de réécriture. Je pense que vous parlez de l'article 24 ou de l'article 25 ou de l'article 22 sur les drones. On a fait un travail de réécriture qui a été conservé, je vais dire, de l'ordre de 80% en commission mixte paritaire. Donc le Sénat a fait un travail assez considérable d'amélioration de la loi et de garantie des libertés. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel, mais honnêtement, je suis assez fier de ce qu'on a fait parce que c'était pas évident d'emblée d'arriver à faire atterrir ce texte. On a rajouté un membre de phrase dans le titre, puisque maintenant c'est un texte de sécurité globale qui préserve les libertés. Et on verra à la sortie. C'est pas seulement cosmétique alors pour vous. Ah non, on est allé au fond du droit. Moi, l'article 22 sur les drones, on a tout réécrit. Donc, et on a posé des garanties extrêmement fortes. J'aurais pu moi m'opposer à ce que les policiers et gendarmes aient droit d'utiliser des drones. Je pense que ça n'aurait pas été une bonne solution. Et on a regardé, en s'inspirant d'ailleurs du travail de la CNIL, un certain nombre de finalités, en posant des garanties à chaque fois. Non, je pense qu'on a fait un travail d'ailleurs qui était assez reconnu, y compris par des gens qui ont voté contre ce texte, que le Sénat a vraiment fait un travail de rigueur juridique. Vous diriez que ce texte n'est plus liberticide? Ah non. Enfin, on peut toujours s'interroger sur le mouvement global qui est celui du contrôle d'une société dans laquelle le contrôle est de plus en plus important et où les prérogatives sont de plus importantes. Ça, c'est une question philosophique. Mais ce texte, aujourd'hui, le Sénat, je pense, l'a fait évoluer de telle manière qu'il est beaucoup plus acceptable.
Alors pour finir, je voudrais revenir sur une péripétie différente, mais qui concerne aussi quand même l'ordre public et les manifestations. Vous avez il y a quelques jours publié une tribune qui s'insurgeait contre la présence annoncée finalement qui n'a été Qui ne se vérifiera pas. Voilà, de Assa Traoré à une manifestation au Glières, sur le plateau de Glières ou à la nécropole de Morette. Ouais. Non, sur le plateau de D'accord, en hommage à l'esprit de résistance. Et vous avez dit en des mots assez forts, vous avez co-signé avec une consoeur, deux collègues députés. Virginie Duby-Muller, qui est vice-présidente du groupe LR à l'Assemblée nationale, et Frédéric Lardet, qui est député La République En Marche. Et voilà, vous êtes insurgé du coup contre, vous dites en gros, Assa Traoré n'a pas sa place, elle qui incarne tous la haine de la France, n'a pas sa place dans une manifestation qui célèbre l'esprit de résistance. Les Glières, pour les Hauts-Savoyards et pour les Français, c'est un lieu qui a une dimension symbolique extrêmement forte. C'est l'endroit où en 43 et surtout en mars 44, assiégés de toutes parts, les résistants ont dû quitter le plateau. Et un certain nombre d'entre eux, Tom Morel, Maurice Angeau, sont tombés sous les balles allemandes ou parfois sous les balles de la milice. Et donc, on est très attaché à cet endroit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au plateau des Glières. Ça n'est pas uniquement un lieu de mémoire. Stéphane Hessel est venu aux Glières dans le même événement il y a quelques années. Ouais. Par contre, on ne peut pas décemment faire des parallèles entre résistants d'hier et résistants d'aujourd'hui et considérer que toute personne qui a un discours... Alors, le rassemblement en question et la présence de Mme Traoré pose une vraie difficulté sur le fond des choses qui vont être abordées. Donc moi, je revendique vis-à-vis de l'extrême gauche qui aujourd'hui nous accuse d'avoir fait une tribune d'extrême droite. Je revendique ma liberté d'expression. Je revendique la liberté avec mes deux collègues de dire que nous ne souhaitons pas que Mme Traoré vienne. Et je revendique le droit à m'indigner si elle venait. Voilà. Après, moi, j'irai pas manifester là-haut pour empêcher qu'elle vienne. Mais de toute façon, vous avez relevé ironiquement dans cette tribune qu'elle était empêchée par la tenue d'un procès. Mais oui, mais absolument. Non, mais voilà. Mais il y a un moment où, et aussi par respect pour les forces de l'ordre et puis pour un certain nombre de principes auxquels on est très attaché, qu'on a rappelé dans cette tribune. Bon. Ce qui me rassure, c'est que peut-être que cette tribune est reprise dans ce qu'on appelle la fachosphère. En tout cas, il y a eu quelques personnes qui m'ont appelé en disant qu'elle n'était pas d'accord avec cette tribune. Et je peux le concevoir, pas aucune difficulté avec ça, mais le nombre de personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient totalement en phase me laisse penser, et vu le profil de ces personnes-là, des élus, des gens qui sont très attachés à la mémoire de la résistance, qui nous ont tous exprimé leur soutien, je pense qu'il était nécessaire que nous trois, en plus, dans cette diversité politique de La République En Marche à LR, en passant par les centristes, on exprime quelque chose comme ça dans le Figaro. Ça me paraissait quelque chose de nécessaire. En tout cas, les réactions le démontrent. C'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Loïc Hervé, de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir relevé le défi de la vérité au service du coup de la liberté dont vous restez un avocat inlassable. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis sur France Soir et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.